Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch. Non, je ne suis pas parti. Oui, je le redis encore, non, je ne suis pas parti. C'est juste que je suis enrhumé, je suis un peu malade et que j'ai même pas eu l'occasion de faire des vidéos, peut-être parce que j'ai pas eu la force d'en faire, mais que je rattrape mon retard et que peut-être, je dis bien peut-être, je sortirai 2 vidéos dans le même jour. Il faudrait que j'essaye, hein, parce que si jamais on va dire j'y pense pas, c'est que j'ai oublié, mais il faut que je réessaye. Mais bon, tout d'abord, je vais achever la moitié de l'année 2016 que je n'ai pas, mais que j'en ai 3. Et que voilà, quoi, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, Clash of Champions 2016. Alors maintenant, c'est fini le concept Night of Champions. Maintenant, c'est juste Clash of Champions. Voilà. Clash of the Champions. Enfin, Clash of Champions. Mais ça, c'est du côté de Raw. Donc, c'est pur et dur sans côté de Raw. Il faut que je me rince la gorge. Ouais, parce que vu comment, à cette période-là, attendez. Je sais bien que lors du dernier pay-per-view réservé à Raw SmackDown, c'était Battleground, jusqu'à ce que ça part dans les deux brands. Tout d'abord, ils vont, on va dire, poursuivre avec SummerSlam. Et après, je sais bien que Backlash du côté de SmackDown va être dévoilé. Et pareil pour Clash of Champions. Excusez-moi, hein, c'est parce que, vu comment j'ai un peu la grippe, j'essaye de tenir la cadence malgré tout. Et que si je crois bien, c'est ce dernier DVD dans l'année 2016 où il va être édité en français. Je crois que c'est le dernier, hein. Même si je sais bien qu'ils vont faire le WrestleMania 34, mais sauf que, voilà, on sait bien qu'il a été remplacé par les Québécois. Mais pour ceux qui ont la chance, il faut avoir celui où il y a Philippe et Christophe qui commentent. Et pas les deux rigolos qui commentent, hein. Je dis ça parce que j'ai déjà écouté une fois leurs commentaires en québécois. Enfin, en français québécois, bien sûr. Et c'est vrai que leur accent est tellement drôle. Bien sûr, je vais pas me foutre de la gueule des Québécois. En fait, c'est tellement drôle que leur détail à eux, c'est citer la personnalité d'un catcheur. Mais après, le côté sérieux, c'est qu'ils citent des fois les bons matchs, du fait qu'ils sont objectifs dans le sens pour commenter. Et après, en termes de traduction, ça peut être bon. Ça peut être bon. Mais bon, on regrette quand même que ce soit plus Christophe et Philippe qui commentent plus les shows aujourd'hui. Et que là, comme affiche, vous voyez les champions du côté de Raw. Kevin Owens, champion universel. Charlotte Flair, championne féminin de Raw. Rusev, champion des États-Unis. TJP ou DJ Perkins, champion Cruiserweight. Oui, le premier vainqueur du Cruiserweight classique. Après, le New Day. Biggie, Kofi, Xavier Woods. Voilà, j'ai pas besoin de vous tous les détailler. Et après, on voit leur défense de titre et un qui va perdre de titre. Tout d'abord. Ah ouais. Donc pour le match bonus, c'est Alicia Fox et Nia Jax. Alors un match que je pourrais qualifier, on s'en balèque, franchement. Et que celle qui remporte le match, c'est Nia Jax. Elle qui venait de faire ses débuts dans le roster. Bien sûr, c'est tout le temps dans le kick-off, mais jamais dans la carte principale de Raw. En fait, je dis ça parce que vu comment du côté de Raw, du côté des États-Unis, ils ont des matchs à gogo, des fois dans les shows hebdomadaires. C'est pour ça, la plupart, ils ont dû skipper pour raccourcir le show. Un peu comme sur AB3 et AB1. Ils ont dû skipper la plupart des matchs parce que c'était trop long, parce qu'il y en a qui étaient jugés inutiles. Ça va pas plaire à certaines personnes, et d'ailleurs, ils l'ont bien fait. Et ce match-là, j'ai pas popé comme un fou, hein, je vous le dis, j'ai pas popé comme un fou. Je le mets 2,70, tout simplement. Et bien sûr, il dure 3h08.
Et ils sont en français, bien sûr, comme j'ai dit, commentés par Philippe et Christophe. Et tout d'abord, la liste du match. Oh là là, quel sacré rhume que j'ai. Donc, pour la carte principale, c'est pour le match par équipe, du côté de Raw, vu comment, du côté de SmackDown, ils ont le nom directement. Les titres bleus. Et honnêtement, les titres... on peut pas dire que c'est une telle beauté, hein. Parce que quand je regarde le titre là, le titre universel, que ce soit en bleu ou en rouge, pareil pour du côté féminin, du côté de chez les bleus ou de chez les rouges, et pareil pour les titres par équipe, il y a que le titre des États-Unis qui n'a pas changé d'un cran, même si on sait qu'en 30 ans ça a changé. Le titre Cruiserweight qui a été tombé dans les abysses, et pourtant il est pas mal. Mais sinon, la plupart, ils sont tous laids quand même. On va pas se le cacher. Je dis pas ça pour sucer la WWE, mais il faut le reconnaître, les titres sont pas, on va dire, une esthétique assez bien accueillie. Car dans l'esthétique, je préfère quand c'est un titre bien beau, bien refait, qui a de la valeur, qui a du prestige, et que on se bat pour un gros prix, quoi. Peu importe. Et attendez, je vais vite un peu couper. Donc on se rejoint tout de suite. Donc voilà, j'ai dû couper parce que je devais aller faire mes besoins. Et aussi, j'ai éternué, voilà, j'ai dû couper pour éviter qu'on m'entend faire tout le temps. Vous voyez, vous comprenez? Parce que déjà, c'est pas comme ça que je vais faire des vues. Et même que je suis enrhumé, j'ai du courage de le faire. Parce que l'important, c'est d'avoir du courage de le faire, peu importe la qualité de la vidéo qu'il sera, mais du fait qu'il vous conviendra. En tout cas, j'essaie de vous sortir du bon. Donc, comme je disais, la carte principale, ça débute fort avec les titres par équipe, où j'avais détaillé les titres qui soient moches ou beaux. Mais ceux-là, ils peuvent encore passer, car c'est le New Day qui bat les bons frères, quoi, les Good Brothers. Donc, si je crois bien, Big E et Kofi Kingston, qui sont les champions actuels, contre Luke Gallows et Karl Anderson. Oui, Luke Gallows et Karl Anderson. Un match sympa, on va dire sympa, mais on va dire c'est pas non plus le match le plus attendu, mais ils veulent créer déjà un match correct, même s'il y en a d'autres qui poursuivront, mais ça, je peux pas non plus trop vous en dire plus, si ce n'est que c'est victoire du New Day. Car si j'y crois bien, c'est le Midnight Hours, je crois, où il remporte. Si je crois bien, celui qui va être sacrifié, c'est Karl Anderson, car Luke Gallows, lui, il se fait, on va dire, éjecter, mais sinon, c'est plus Karl Anderson qui va se faire sacrifier. Jugez-moi si je me trompe, hein, parce que à chaque fois, je vous dis, jugez-moi si je me trompe, mais à chaque fois, il n'y a personne qui me répond, à part cet individu que je vous ai pas arrêté de parler, et qu'il a, on va dire, dit des... Attendez, il a encore dit des mots en commentaire, que j'ai dû le répondre pour expliquer clairement. Bien sûr, c'est pas comme si on était amis-amis ou copains-copains. Non, rien à voir de ça. Car après ce qu'il y a eu cette année, la bonne humeur et la déception. Donc pour moi, je suis très loin d'être en très bon terme, mais j'ai dû parler dans la sympathie. Avec ce match-là, 3,5. Ce match-là pour le titre par équipe. Et ensuite, match pour le titre Cruiserweight. Et là, on change carrément d'environnement. On va dire ça d'environnement. Car on sait bien que tout le reste du show, les cordes sont rouges pour du côté de Raw. Mais quand c'est les Cruiserweight, ils mettent du mauve. Donc ils ont remplacé la couleur rouge par la couleur mauve. Ou couleur violette, appelez-le comme vous voulez. Avec un tapis où il est marqué Cruiserweight avec le petit logo de Planète. Et que je me rappelle notamment du tournoi du Cruiserweight classique, où j'ai pu le voir à l'époque sur Internet. Donc je suis tombé sur la plupart des tournois. Il y en a qui m'ont bien impressionné, surtout le match entre Cedric Alexander contre Kota Ibushi, lui qui venait de la NJPW et de la
DDT Pro Wrestling. Ça m'a vraiment bien étonné, mais après, ils ont, on va dire, décidé de faire poursuivre le tournoi pour donner la victoire à DJ Perkins. Et que même Brian Kendrick participait à ce tournoi. Et même aussi un certain Clément Petiot, qu'on connaît sous le nom de Tristan Archer. Oui, le catcheur français qui a participé au tournoi du Cruiserweight Classic. Bon, certes, il a été éliminé par Cédric Alexander, mais il a fait une bonne prestation, malgré qu'il n'est pas resté très longtemps. Mais en tout cas, respect pour lui. Et de toute façon, pour la plupart des catcheurs qui participent, peu importe leurs origines, enfin leurs origines bien sûr, on les encourage et qu'on les respecte. Et que je sais bien que lors de l'année 2017, ils vont faire le Mae Young Classic. Ça, je me rappelle très bien qu'ils ont fait le Mae Young Classic. Mais bon, voilà, ça c'est une autre histoire. Et que concernant le match entre Brian Kendrick et TJ Perkins, ben, encore une fois, pas mal. Vraiment, il nous donne vraiment des bonnes cliniques de catch à la sauce Cruiserweight. Ça nous fait un peu rappeler l'époque de SmackDown où le titre Cruiserweight était un peu mis en valeur, un peu mis en lumière, mais sauf que ça va pas prendre toute la place concernant au titre du monde poids lourd, WWE, Intercontinental des États-Unis et les mondes par équipe. Donc ça va un petit peu le faire de l'ombre, malgré que ça crée que des bons champions Cruiserweight. Mais que là, ben, c'est plus du côté de Raw. Et on sait bien qu'après, ils vont changer la donne. Ils vont aller du côté de SmackDown. Et après, ils vont faire leur propre show hebdomadaire 205 Live. Et après, ben, ça va changer de division. Ça va directement à la NXT. Et après, ben, ça s'arrête définitivement. Tout ce que je sais, ça s'est terminé. Et que j'ai pas d'autre à souligner de la fin. Mais ça s'est terminé, point final. Et que, si je me rappelle bien, Brian Kendrick voulait en terminer avec son Captain Sook, donc le crochet du capitaine qui est une soumission. Ou encore, ben, son fameux, on va dire, il prend la tête de son adversaire, il fait comme un Salida del Saut, mais je sais plus comment ça s'appelle. Mais en tout cas, il saute en le faisant passer par-dessus de sa tête, en le faisant écraser au sol. Mais je ne sais plus comment ça s'appelle. Putain, il y a des noms qui m'échappent. Hein. Et ça, quand ça m'échappe, je suis ben, presque à côté de la plaque. Mais que c'est TJ Perkins qui va venir à bout de Brian Kendrick. Notamment en utilisant sa prise finish. Je sais bien qu'il le porte en Fireman's Carry. On va dire... il le fait, on va dire, sursauter de ses épaules. Il se rabaisse en faisant une papinade, donc une marasimba. Et après, il enchaîne avec The Knee Bar. Oui, c'est un peu bizarre quand je dis The Knee Bar, parce que j'essaye de mieux le prononcer. Je sais bien qu'on va dire la knee bar. Et rien à voir avec le corps d'une poitrine d'une femme. Non, parce que c'est vrai que c'est assez bizarre qu'on le dit, la knee bar, mais on va dire The Knee Bar. Voilà, on va dire ça, The Knee Bar. Et que TJ Perkins remporte par soumission. Bon match, vraiment un bon match. C'est un peu du même niveau entre le New Day et les Good Brothers. On va dire je mets 3,5. Donc il était pas mal, malgré que on leur donne pas assez de chance au Cruiserweight. Et d'ailleurs, ce que j'aime bien avec TJ Perkins, c'est qu'il a un univers... ben, digne d'un jeu vidéo. On dirait un personnage d'un jeu vidéo qui est fait un peu dans Mario Kart ou alors quand c'est son entrée, eh ben, on dirait un peu l'effet Minecraft ou l'effet de la Nintendo 64. Car je suis sûr que lui aussi c'est un sacré fan des anciens jeux, on va dire des anciens consoles jeux vidéo. Un peu comme moi, j'adore les jeux rétro, comme les nouveaux jeux vidéo. Donc j'adore les anciens et les nouveaux jeux vidéo. Au moins, vous m'aurez compris. Je suis aussi un passionné de tout ce qui est du game. Voilà. Et ensuite, un match où il n'y a pas d'enjeu, à part une stipulation
Donc c'est au meilleur des 7 matchs, enfin 7 séries, où ils étaient 3 partout. Alors que d'un premier temps, c'était Sheamus qui dominait largement sur Cesaro. Je me rappelle qu'il n'arrêtait pas de ressortir victoire sur victoire et que ça faisait 3-0 jusqu'à ce que Cesaro le rattrape. Et on se rappelle des matchs qu'il y a eu un du côté de SummerSlam et du côté de Raw. Pas mal du côté de Raw. Jusqu'à ce qu'ils remettent une couche à Clash of Champions. Ils remettent une couche. Et que je me rappelle que Sheamus, il fait une promo. Et que il attendait justement son adversaire qui est Cesaro. Et qu'il dit cette fois-ci, il ne devrait qu'avoir un seul vainqueur. Ou alors l'inverse. Je dirais peut-être l'inverse. Mais il devrait avoir un seul vainqueur. Car après ça, ben, je ne vois pas comment Cesaro pourrait revenir après ça. Après une défaite pareille. Donc il assure une défaite imminente. Après, ben, le match démarre. Ça commence prise brute. Des coups, vraiment. Surtout ben, des coups d'avant-bras de Sheamus. Quand il fait le tambour irlandais. Et après, ben, les coups de manchette que Cesaro lui glisse à chaque fois. Et surtout, ben, que des prises techniques qui nous portent. Vraiment des superplexes. Dont lui, il a la force de les soulever. Et surtout le Cesaro Swing. Pour mettre un peu le cerveau de Sheamus en bourrique. Et que même quand c'était pas assez justement suffisant, il utilise parmi d'autres manières, notamment le sharpshooter, pour essayer de le faire soumettre, mais Sheamus ne va pas abandonner, et après ben, Sheamus lui répond en le faisant un Texas Cobalic à la manière de Malenko, et il essaye même de tenter le white noise, ou tenter le Brock kick, mais à chaque fois ça finit en esquive, et qu'après, attendez, je me rappelle surtout de la fin. Je me rappelle de la fin, car je me rappelle les deux n'arrêtaient pas d'enchaîner des coups violents et que on ne sait pas qui va lâcher dans ce match. Et que lorsque Sheamus est à l'extérieur, là, Cesaro, il avait une idée en tête. Et une idée vraiment folle. Il commence à s'élancer des cordes pour faire un topé suicidaire, mais il se rate et il se plante la tête par terre. Ouh, il a frôlé le pire. Et en plus, on peut le voir au ralenti. Je crois que ses pieds ont tapé les cordes. Et que lorsqu'il a tenté le topé suicidaire, eh ben, il se plante la tête. Oh là là. C'est dur à voir en plus. Vraiment, c'est très très dur à voir. Tellement que... Je sais pas comment le qualifier ça, mais... Encore un peu, il a frôlé le pire, mais si c'était bien raté, ben là, c'est sûr, il se brise la nuque et là, c'est opération immédiate au cervical des vertèbres. Et que l'arbitre, malgré qu'il a eu peut-être une frayeur de sa vie en voyant Cesaro ben, se faire planter la tête, ou alors parce que il voit que ça s'est trop dégénéré, et ben il décide d'arrêter le match et que c'est match nul, il n'y a pas de vainqueur ni de perdant. Donc c'est ni de vainqueur ni de perdant, c'est un match, on va dire, qui a été, on va dire, déclaré forfait. Mais sinon, il n'y a pas de perdant ni de gagnant. Hein, donc ils ont dû arrêter le match. Mais malgré la petite frayeur que j'ai vu dans ce match et malgré les bons échanges techniques entre les deux, et il y en a qui diront qu'ils s'en bat les steaks, mais moi je m'en bats pas les steaks quand c'est un match comme ça. Même s'il n'y a pas d'enjeu, j'ai bien apprécié. J'ai vraiment bien apprécié. Et que malgré la frayeur, ben, je décide de mettre 3,60. Je suis un peu ambitieux, je vise plus haut. Même s'il y en a qui ne comprennent pas pourquoi je fais des notations en termes de match. Mais ça, c'est quand il y a un match qui est bon, je décide de mettre des notes un peu plus hautes. Mais quand il y a des matchs vraiment pourris, des fois, je mets plus bas ou moins que plus bas. Par exemple, comme j'ai dit avec Nia Jax et Alicia Fox, ben 2,70. Certes, il y en a qui diront c'est un peu mieux, mais moi, je dirais que c'est décevant.
Et en plus, c'est pas du très beau catch, honnêtement. Mais que là, ça a été la perfection. Malgré que ça s'est terminé sans vainqueur, sans perdant. Voilà. Il y en a qui trouveraient ça décevant, mais il faut trouver une fin. Et parce que c'est peut-être la santé d'un des superstars qui était en jeu. Hein. Donc je poursuis. Chris Jericho contre Sami Zayn. Ouais. Le soi-disant meilleur ami de Kevin Owens. Donc Chris Jericho. Qui s'était associé à KO himself. Pour être dans sa lignée. Peut-être pour lui apprendre toute l'expérience que le Canadien lui-même a eu dans sa carrière. Donc il veut faire de même avec Kevin Owens. Le porter sous son aile et aussi être crédible en tant que champion universel malgré une texture de titre ignoble. Parce qu'il y en a qui critiquent les titres. Hein. Et ceux qui sont 100% made in WWE, qui ne voient rien du bout de leur nez, qui défendent les ceintures, ben, ils sont majoritairement à côté de la plaque. Parce que franchement, c'est pas un titre... certes, on peut l'avoir dans sa collection, mais après, dites-vous que c'est loin d'être le meilleur beau et bien décoré en termes de titres qu'on ait eu depuis ces dernières années. Hein. J'ai pas les mots juste pour vous décrire, si ce n'est que, ben, en voyant le titre, ben, c'est pas joli joli. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire. Et que là, ben, il décide de faire le sale boulot pour son nouveau meilleur ami, en détruisant son ex-meilleur ami, qui est Sami Zayn. Ah, faut dire, Sami et Kevin, ils ont eu on va dire, des réconciliations et des déchirements durant toute leur carrière, surtout du côté de la Ring of Honor, ou encore, même avant la Ring of Honor, ils se battaient de manière légale, toujours dans la galanterie et l'amitié. Mais quand c'était la Ring of Honor, c'était, on va dire, une rivalité phare pour la ROH. Et quand c'est à la WWE, ben, ils veulent mener quelque chose de si folle et palpitante. Et que ça dure encore aujourd'hui. Hein, même si, pour Kevin Owens, il en a fini avec Sami Zayn. Et Sami Zayn, il en a fini avec Kevin Owens. Mais on sait bien que c'est toujours loin d'être terminé. Car ils en ont toujours un chapitre à commencer à terminer. Toujours. Et que même si envers le match entre Chris Jericho et Sami Zayn, ils échangent des bonnes prises et que ça fait vraiment le taf hein, en même temps leur affrontement. Car on se rappelle des Lion Saut, des Lou Thunderbomb, des Wars of Jericho, et il n'y avait pas la soumission de Sami Zayn qu'il avait du côté de la NXT. Peut-être parce qu'il effectuait mal. De toute façon, qui pourrait l'effectuer correctement? Je vois pas un seul qui effectuerait à la perfection. Mais aussi Sami Zayn, il avait aussi des prises un peu limites. Notamment un genre de brainbusters au niveau du coin. Parce que il faut que vous le sachiez, si jamais on se prend un brainbuster dans le coin. Vraiment au-dessus, hein, au niveau de la troisième corde, si jamais on se prend le coin dans le crâne, eh ben, on peut se briser le cou. Même s'il n'a pas fait sur Jericho, mais beaucoup de prises techniques et de bonnes échanges techniques. Hein. Donc c'est que de la technicité, même si à la fin c'est Chris Jericho qui en vient à bout de Sami Zayn. Donc il en vient à bout, avec un code breaker. Ce match-là, 3,40. Voilà, je mets 3,40. Et maintenant, ben, match triple menace féminin pour le titre, justement, féminin de Raw. Donc Charlotte ou Charlotte Flair, accompagnée par Dana Brooke, parce que oui, elle était l'accompagnatrice de Charlotte, contre Sasha Banks et Bayley. Elle qui venait de sortir de la NXT, après une défaite face à Asuka. Je sais plus si c'était au Dallas, Texas. Je sais bien qu'elle avait perdu le titre, mais dans un autre événement, je ne sais plus. Attendez, laissez-moi réfléchir. Peut-être NXT Brooklyn Takeover 2, la deuxième édition.
Donc c'est peut-être là son dernier run avant qu'elle part officiellement dans le roster principal. Et que je trouvais qu'à la NXT, elle faisait des bonnes prestations. Mais après, dans le roster principal, ben, ça chutait, quoi. Ça chutait directement, car c'était, on va dire, un flop dans le roster principal. Alors que elle a une gimmick qui plaît aux enfants, surtout aux petites filles. Pareil pour Sasha Banks, elle a un look qui plaît ben, aux personnes de NXT qui l'ont découvert. Surtout, on va dire, les mecs qui sont à fond envers NXT. C'est pour ça que dans les arènes de chez WWE, du côté de Raw ou SmackDown, on peut entendre NXT, NXT, NXT. Donc s'ils scandent ça, c'est parce que les catcheuses et catcheurs, ben, ils étaient bons dans la fédération WWE de Triple H, que dans le roster principal, dans la fédération de Vince. Car un coup qu'on passe dans le roster, ben, t'es, on va dire, t'es un peu comme un guignol, t'es un peu comme un débutant, on va dire, t'es pas crédible. À cause qu'ils nous donnent des scénarios ben, quasiment ennuyants, ou alors limite débiles. Là, je le dis parce que des fois, je ne défends pas ce genre de politique en coulisses. Après, si un catcheur est si mauvais que ça, il faut le reconnaître en le voyant. Mais si un catcheur est bon techniquement parlant, même au micro, style et tout ce qu'il peut faire dans le ring, là, il ne faut pas le dénigrer tout de suite. Tandis que dans le roster principal, ben, c'est un alternatif différent. L'air de dire, ici, on n'est pas à la NXT, on est dans le roster principal. Démerdez-vous, faites votre mieux pour me plaire. Et après, ben, vous aurez peut-être un run en tant que championne féminin ou alors champion des États-Unis intercontinental, universel ou WWE. Donc, démerdez-vous pour m'impressionner. Et que le choix du peuple, il y en a qui choisiront Sasha Banks ou Bayley. Même si je me rappelle, entre Charlotte et Sasha Banks, ils ont pas mal feudé. Surtout du côté de Raw, où elle a réussi à capturer le titre de Charlotte. Et qu'elle nous avait fait une Lita, Sasha Banks. Si vous ne savez pas de quoi je veux parler. En gros, elle nous a fait une Lita quand elle courait dans les cordes. Et que lorsqu'elle fait un topé suicidaire, eh ben, elle atterrissait sous sa propre tête. Ça, c'est une prise à éviter, hein, à éviter faire le con. Et que je me suis dit, putain, mais elle est folle, elle veut se suicider en faisant ça. Un peu comme Lita l'avait fait, mais heureusement, elle a frôlé le pire. Et que bon sang. Donc attendez, hein, je vais vite couper parce que je sens que je vais encore remettre une couche. Donc voilà, je repoursuis. Et quand je dis je vais remettre une couche, ça veut dire que je vais en tousser. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui s'est passé à coup que j'ai coupé la vidéo. C'est pour ça que je voulais pas que vous m'entendez. Car déjà, c'est insupportable. Et que faut pas que vous m'entendez, que vous vous ennuyez à cause de quelqu'un qui est limite malade et souffrant. Donc c'est pour ça que je décide de faire ça pour le bien. Et que concernant le match, on se rappelle qu'il y a 2 sur Charlotte et qu'elle se défendent pas mal. Bon après, elle se cache toujours des fois à l'extérieur ou alors elle envoie Dana Brooke ben, comme bouclier humain, faut dire. Elle aussi, elle est bonne à se faire ben, déglinguer par les 2 faces. Malgré qu'elle n'a pas de personnalité courante dans son personnage, Dana Brooke, même si on sait que c'est une femme forte, qu'elle a des muscles et qu'elle fait du fitness, mais sinon, c'est quoi ta personnalité? Et que malheureusement, elle n'a pas de personnalité propre à elle. Donc elle aurait pu avoir un personnage clean ou crédible. C'était un peu la même remarque avec Apollo Crews, qui n'avait pas non plus de gimmick qui perce, quoi, qui rentre dans la tête des gens. Et que malheureusement, ben, il n'y avait rien pour lui. Jusqu'à ce qu'il arrive à trouver une gimmick, certes, qui peut le convenir avec ses origines, même si
en termes de langue, ça ne fonctionnait pas parce que en faisant l'accent nigérian, ça tenait pas la route. Un peu comme avec Kofi Kingston, au début quand il faisait l'accent jamaïcain, ça ne prenait pas la route, jusqu'à ce qu'il se met à parler normalement. Mais là, c'est pas, on va dire, la même chose avec Dana Brooke, hein. C'est juste que elle n'a pas de gimmick ni de personnage bien recherché. Et c'est ça son seul principal défaut. Mais après, je vais pas non plus être méchante avec, si ce n'est que, voilà, des fois, dans les côtés, elle servait strictement à rien, à part accompagner la championne et après, ben, se faire évincer dans son rôle en tant que manager ou accompagnatrice. Voilà, elle s'est fait un peu retirer de là et poursuivre en solo. Et que, si je crois bien, Charlotte, elle profite du travail de Sasha et de Bayley alors qu'elles venaient de s'affronter. Je crois qu'elle mettait un big boot à Bayley avant de faire le pin sur Sasha Banks. Alors que Bayley faisait son Bayley to Bayley, sa prise finish. Donc elle remporte le match, elle conserve son titre. Et là, ben, ce match-là, il était pas mal. Et que là, je lui mets 3,5 pour ce match-là. Donc je mets un 3,5. Ensuite, pour le titre des États-Unis, oui, pour le titre US, Roman Reigns contre Rusev, accompagné par Lana. Donc, il y a une petite histoire. Oui, une petite histoire. Bon, certes, ça va encore continuer, mais après, ça va vite s'arrêter. Vu comment Rusev a récupéré le titre des mains de Kalisto pour sa nouvelle montée en puissance, il décide de se rallier avec Lana, alors qu'elle avait trompé en 2015, mais ils se sont rabibochés et que on sait bien qu'ils sont fiancés, qu'ils vont se réellement marier dans la vraie vie. Et que, si je me rappelle bien, il y avait, on va dire, une bagarre au SummerSlam, mais que le match ne va pas avoir lieu. Et c'est dommage, c'est qu'il n'a pas eu lieu, peut-être parce que c'est pour protéger Rusev, qui sait, pour éviter qu'il perde son titre très rapidement face à Roman Reigns. Donc, ils n'ont pas su sortir le doigt des fesses. Vraiment, ils n'ont pas su se sortir des doigts du cul, quoi. Et qu'après, lorsqu'ils se sont réellement mariés dans la vraie vie, eh ben, ils ont mis en scène encore un autre mariage où ils se sont mariés à la plage. Et lors d'un épisode de Raw où ils nous montrent les photos et le petit clip. Et là où il y avait du gâteau et les décorations de mariage. Et que Roman Reigns prend part à la fête en faisant une promo en disant félicitations aux deux mariés. Et que vous devez mériter ben, le consommé, on va dire ça comme ça, le consommé du mariage. Et peut-être que vous profiterez des jours heureux dans un lune de miel. Donc peut-être allusion pour faire des plaisirs, mais ça je vais pas aller en profondeur. Si ce n'est que je me rappelle que Rusev avait attaqué Roman Reigns, et qu'après Roman Reigns lui répond à Rusev avec un uppercut qui est une claque. Et du coup, ben, Rusev, comme un gland, ben, il pousse Lana dans le gâteau. Et là, quand elle était dans le gâteau, on a l'impression qu'elle était défigurée, alors que c'est juste un gâteau de la crème chantilly et de la fraise, et que elle jette la faute sur Roman Reigns. Elle jette vraiment de la faute, alors que c'est pas lui qui l'a poussé. Attention, qu'est-ce qu'elle est bête quand même. Faut dire, la plupart des femmes sont un peu bêtes hein, quand il s'agit de juger mal les gens. Mais bon, on a compris où ça allait. Donc c'est pour ça que ça leur a conduit à Clash of Champions, où ils s'affrontent. Beaucoup de la brutalité autour de Rusev, même si Roman Reigns, il subit, mais qu'il riposte toujours. Même si, pour la WWE, ils l'ont beaucoup forcé à être le plus grand babyface. Donc ils l'ont forcé jusqu'au bout que les gens et l'univers de la WWE ne l'a pas pris. Donc ils n'ont pas, on va dire, adopté Roman Reigns de cette manière. À cause des mauvais choix de la part de la WWE. Et d'ailleurs, les mauvais choix, ils vont le faire. Hein. Notamment en battant Rusev pour le titre. Parce que certains penseraient que ce serait une victoire de Rusev méritée. Et que là, ben, pour la WWE,
Roman Reigns, c'est le super face imbattable. Personne ne peut le battre. Et que c'est lui qui peut battre les super vilains. Vu comment on le vend comme le super gentil. Même si je reconnais qu'avant, je l'aimais bien. Je l'aimais bien même en tant que gentil. Et que j'essaie de me faire une raison. Certes, les gens ne l'aiment pas parce qu'il est trop forcé jusqu'au bout. Mais j'aime bien la sympathie de ce gars. Donc à retenir, c'est ça. Bon, sinon, ne retenez pas que c'est un mauvais gars. Ce n'est pas un mauvais gars. C'est aussi un bon catcheur. C'est juste qu'il n'est pas très technique. C'est quelqu'un de très puissant et assez original à son style et son look. Même s'il a un look un peu lambda. Mais il est comme à sa manière, quoi. Toujours droit. Malgré qu'il soit gentil ou méchant, ça reste un catcheur à part entière. Donc, il fait un spear sur Rusev, il capture le titre, et là, pour la première fois, il devient champion des États-Unis. Et que ce match-là, allez, il était loin d'être mauvais, il est vraiment loin d'être mauvais. Je lui mets aussi un 3,60, malgré que c'est pas très technique, mais il y a beaucoup de brutalité et un peu de petit storytelling. Même s'il y en a qui me diront que c'est pas ça, mais je le dis au cas où, pour ceux qui veulent être attentifs. Et maintenant, je passe au main event. Pour le titre universel, oui. Kevin Owens contre Seth Rollins. Oui, Kevin Owens contre Seth Rollins. Leur rivalité est montée lors d'un épisode de Raw, quand Finn Balor a dû remettre le titre vacant, à cause d'une blessure à l'épaule, alors que c'est plutôt le coude qui a frappé la barrière. Mais il a dû le mettre vacant, parce qu'il était plus apte à continuer. Alors qu'on le regrette, hein, vraiment, son règne de Finn Balor, on le regrette vraiment, vraiment. Et que ils ont fait, on va dire, un genre de match à 4, où Big Cass a été éliminé, et qu'il ne restait plus que Roman Reigns, Seth Rollins et Kevin Owens. Et que lorsque Roman Reigns avait l'avantage pour réussir, eh ben, de nulle part, Triple H arrive pour faire un pedigree à Roman Reigns, et il décide on va dire, prévenir Seth Rollins de faire le pin sur Roman Reigns, et qu'après, ben, Seth Rollins se sent rassuré et épanoui par la présence de Triple H. Il veut, on va dire, s'occuper de Kevin Owens, donc Triple H, comme s'il allait lui faire un pedigree, mais sauf qu'il s'est trompé. C'est lui qui se prend un pedigree de la part de Triple H. Donc en gros, Seth Rollins s'est fait trahir par Triple H et aussi par Stephanie McMahon, qui était la co-général manager avec Mick Foley, qui étaient présents. Et que Kevin Owens remporte le titre, alors qu'on s'y attend, et que c'est là où Kevin Owens va se vanter en disant que, contrairement à Finn Balor, eh bien, il a eu le plus long règne en ce moment, parce que le plus long règne, ça va poursuivre avec Brock Lesnar, et maintenant Roman Reigns, quoi. Maintenant, Roman Reigns, c'est là le titre les plus longs de l'histoire. Hein. Là, il a vraiment dépassé le record de Brock Lesnar. Hein. Et je sais pas s'il va réussir à dépasser le record personnel de Bruno Sammartino. Bien sûr, c'est pas catégorie WWE, mais c'est catégorie universelle, quoi. Est-ce qu'il va battre le record et peut-être qu'il peut finir dans le Guinness Book des records, hein, si il le détient encore longtemps. Certes, on aura encore une overdose de Roman Reigns, je sais. Vous allez peut-être dire qu'on est saoulé de le voir champion, on veut quelqu'un qui le gagne définitivement. Mais sauf que même les officiels, ils ont le cerveau en vrac à essayer de trouver la personne qui pourrait battre Roman Reigns. Peut-être un jeune catcheur prometteur qui commence à faire du bruit et qu'il commence à gagner des matchs, gagner en popularité, avoir une gimmick propre et surtout, on va dire, un corps ou peut-être un cœur ou un corps hors du commun, du fait qu'il soit attachant, qu'il peut tenir la cadence, et qu'il y aurait une bonne histoire derrière, c'est sûr, on pourrait faire gagner le petit jeune qui arrive, qui monte en puissance, et qui batte le GOAT de la WWE. Mais encore une fois, c'est des choses assez impossibles aujourd'hui. Enfin, on le sait pas, hein, mais même si on dit qu'il est presque à l'approche de la fin de son règne, et ça, je peux pas vous le dire, parce qu'après, vous direz que j'ai spoilé, et que je devrais pas spoiler, parce qu'après,
Vous allez peut-être me faire appeler. Ou alors personne s'en fout. De toute façon, il y en a qui s'en foutent. Il y en a qui... Il viendra pour... Putain. Il ne viendra pas me glisser un commentaire de quelque chose comme ça. Parce que tout le monde s'en branle de ce que je dis. Parce qu'il y en a qui diront, je ne fais que me vanter. Alors que j'essaye de vous dire des petites informations sans trop détailler les choses. Parce qu'après, on dira que j'ai spoilé. Ou encore, on dira que j'ai prédit. Que j'ai prédit le moment. Mais encore une fois, je ne suis pas voyant. Je ne peux pas prédire l'avenir comme ça. Et que concernant ce match-là, il va y avoir une blessure entre Kevin Owens et Seth Rollins. C'est qu'au moment où ils sont sur la 3e corde, je crois que Kevin Owens, je sais pas si j'ai dit Roman Reigns ou Seth Rollins, mais en fait je voulais dire entre Kevin Owens et Seth Rollins. Je le redis parce que quand je dis quelque chose, je me rappelle plus de ce que j'ai dit. Mais entre, voilà, vous avez compris. Lorsque Kevin Owens prend dans les bras Seth Rollins, pour essayer de lui casser le dos ou les côtes, eh ben il lui casse réellement les côtes de Seth Rollins, et que malgré les côtes endolories, il arrive à continuer le match, Seth Rollins, malgré la douleur qui règne entre ses côtes et peut-être l'appendice. Non, je pense pas que c'est l'appendice. À moins que, du fait que c'est pas, on va dire, les organes vitaux qui ont été touchés, mais en tout cas, il en a chié dans ce match. Hein. Malgré la douleur et malgré les embûches, il a été courageux jusqu'au bout. Et qu'il commence à devenir face, donc gentil. Et que ça permet de la foule de communier avec l'architecte. Et avoir de la hit envers Kevin Owens, vu comment il a l'autorité, enfin, on peut pas dire l'autorité, on va dire le pouvoir dans la poche. Même si encore une fois c'est assez mitigé. Et qu'on sait bien que si du côté d'Euro, malgré qu'il n'y a plus le côté ambiance fun ou le côté explosif, tout esthétiquement dans l'art, ils essayent de produire du bon match. Et que je me rappelle qu'ils ont même skippé tous les feux d'artifice. Je me rappelle de cette période où on vivait du catch sans artifice. Et que c'est ce qui est un gros manque. Vraiment, ça nous manquait énormément. Et que Seth Rollins, malgré qu'il était, on va dire, touché, et qu'il était blessé, il voudrait quand même en finir, notamment avec Stomp. Mais que rusé petit gueudon Kevin Owens ne se laisse pas, on va dire, associer dans la prise. Même s'il veut faire le pop-up powerbomb, mais sauf que Seth Rollins passe au-dessus de la tête de Kevin Owens et qu'il heurte l'arbitre au passage. Et Chris Jericho s'en mêle pour allumer Rollins, mais après, ça se termine en 2 contre 1. Et que Seth Rollins allume Chris Jericho avec un pedigree, jusqu'à ce que Kevin Owens fait un pop-up powerbomb sur l'arbitre et que l'arbitre fait le compte de 3. Donc victoire de Kevin Owens. Ce match-là, je ne pense pas déjà l'avoir noté, mais je lui mets un 3,70. 3,70 pour ce match-là. Voilà, il est pas mal et je le mets là. Quant à moi, j'ai fini cette review. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Les matchs bonus, les segments promo et l'ensemble, et un peu d'interview, s'il y en a, je lui mets allez, 4,20. Le show était, on va dire, pas mal avec les matchs, mais un vide concernant à la plupart du segment. Donc on va dire il n'était pas non plus à la hauteur, c'est pas on va dire l'un des meilleures éditions, mais ils ont tenté quelque chose de bien malgré un truc totalement je sais pas comment vous le dire, totalement vide, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je décide d'arrêter cette review comme ça. Donc c'était DVD Pro Catch. Si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.